Antonio Tabucchi. Pour Isabelle, un mandala. Premier cercle. Monica, Lisbonne, évocation. De toute ma vie, je n'étais jamais allé au Tavares. Le Tavares est le restaurant le plus luxueux de Lisbonne, avec des miroirs dorés et des sièges en velours. On y mange de la cuisine internationale, mais aussi de typiques plats portugais, arrangés toutefois de façon délicate. Par exemple, tu commandes du cochon avec des palourdes, comme ça se fait en alentejo, et on te prépare ça comme s'il s'agissait d'un plat parisien. C'est du moins ce qu'on m'avait dit. Mais je n'y avais jamais été, j'en avais seulement entendu parler. Je pris l'autobus jusqu'à l'Intendente. La place était pleine de prostituées et de maquereaux. C'était la fin de l'après-midi, j'étais en avance. J'entrai dans un vieux café que je connaissais, un café avec des billards, et je me mis à regarder le jeu. Il y avait un petit vieux unijambiste qui jouait appuyé sur une béquille. Ses yeux étaient clairs et ses cheveux crépus étaient blancs. Il faisait des massés et des coups de panda en toute décontraction, et il battit à plate couture tous ceux qui étaient présents. Puis il s'assit sur une chaise et se donna un petit coup sur le ventre comme pour faciliter la digestion. « Oh l'ami, tu veux jouer ?» me demanda-t-il. « Non, répondis-je. Contre toi, je vais perdre à coup sûr. Si tu veux, on peut parier un verre de Porto. J'ai besoin d'un apéritif, mais si tu préfères, je te l'offre volontiers. » Il me regarda et sourit. « Tu as un étrange accent, ajouta-t-il. Tu n'es pas d'ici ? » « Pas vraiment, répondis-je. »« Tu viens d'où ? » demanda-t-il. « Des environs de Sirius, dis-je. »« Je ne connais pas cette ville, répliqua-t-il. À quel pays appartient-elle ? » ?»« Au Grand Chien, dis-je. »« Bah, fit-il, avec tous ces nouveaux pays qu'il y a à présent dans le monde. » Il se gratta le dos avec la queue de billard. « Et comment t'appelles-tu ? demanda-t-il. « Je m'appelle Vaclav, répondis-je, mais c'est uniquement mon nom de baptême. Pour les amis, je suis Thaddeus. » Il abandonna son air défiant et fit un large sourire. « Mais alors tu es baptisé, dit-il, donc tu es chrétien. C'est moi qui t'offre un verre. Qu'est-ce que tu prends ?» Je lui répondis qu'un Porto blanc m'irait bien et il appela le garçon. « J'ai compris ce qui te manque, continua le petit homme. C'est une femme. Par exemple, une belle femme africaine de 18 ans. Pas chère du tout. Elle est presque vierge. Elle est arrivée hier du Cap-Vert. »« Non merci, dis-je. Je dois m'en aller bientôt. Je vais essayer de prendre un taxi. Ce soir, j'ai un rendez-vous important. Je n'ai pas le temps pour les filles en ce moment. » Il me regarda d'un air perplexe. « Ah bon, fit-il. Mais alors, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce coin ?» J'allumai une cigarette et demeurai silencieux. Moi aussi, je cherche une femme, dis-je ensuite, et j'aimerais avoir de ses nouvelles. Je me suis arrêté ici par hasard pour souffler un peu, car j'ai rendez-vous avec une dame qui peut me donner des informations et je veux entendre ce qu'elle va me raconter. Il est d'ailleurs temps que j'y aille. Il y a un taxi libre à la station. Mieux vaut que je me dépêche. « Attends un instant, dit-il. Pourquoi cherches-tu cette femme ? Elle te manque ? » Peut-être, répondis-je. Disons que j'ai perdu sa trace et que je suis venu exprès du Grand Chien pour la chercher. Je voudrais en savoir un peu plus. C'est pour ça que j'ai rendez-vous. « Et c'est où ce rendez-vous ? Me demanda-t-il. « Dans le restaurant le plus élégant de Lisbonne, répondis-je. C'est un lieu de miroirs et de cristal. Je n'y suis jamais allé, je crois que ça coûte très cher. Mais de toute façon, ce n'est pas moi qui paye. »« Que veux-tu, l'ami ? Je suis ici en permission et j'ai à peine quelques pièces en poche. Il est bon d'accepter les invitations. »« C'est un endroit fasciste ? Demanda le petit vieux. »« Je ne saurais te le dire, répondis-je. Franchement, je m'étais jamais posé la question en ces termes. » Je me levai précipitamment en le saluant et je sortis. Le taxi était encore arrêté à la même place. Je m'engouffrai dans la voiture et dis « Bonsoir, au Tavares, s'il vous plaît. » Nous nous sommes connus au collège des Escravas do Amor Divino de Lisbonne. Nous avions 17 ans. Isabelle était un mythe pour toute la classe parce qu'elle venait du lycée français. Vous savez, le lycée français à cette époque était un lieu de résistance. Tous les professeurs qui ne trouvaient pas de poste dans les lycées publics en raison de leurs idées antifascistes y enseignaient. Et aller au lycée français signifiait connaître le monde, faire des voyages d'études à Paris, être lié à l'Europe. Nous, au contraire, nous venions du lycée public. Une belle merde, excusez le mot. On y étudiait la constitution corporatiste salazariste et les fleuves du Portugal. Et on y divisait en morceaux stupides le poème national,
les Lusiades, qui est un beau poème de mer, mais qui était étudié comme s'il s'agissait d'une bataille africaine. Car il y avait les colonies en ce temps-là. Mais ça ne s'appelait pas les colonies, ça s'appelait Outre-mer. Joli nom, pas vrai? Et il y avait des gens qui s'étaient enrichis avec l'Outre-mer. Je dois dire que c'était normal dans les familles de jeunes filles qui fréquentaient le collège. Tous des salazaristes aguerris, de bons gros fascistes. Mais pas nos parents. Je veux dire les miens et ceux d'Isabelle. Peut-être est-ce aussi pour cela que nous sommes devenus amis, en raison de l'identité commune de nos familles. La sienne était une vieille famille portugaise qui n'avait rien à voir avec le salazarisme. Une famille en décadence qui avait des propriétés dans le nord, à Amarante, où l'on fait des pains aux formes les plus étranges. Mais comme je l'ai dit, il s'agissait d'une famille sans argent et sans pouvoir. Les propriétés du nord avaient toutes été confiées à des fermiers ou à des régisseurs, et ne rapportaient rien. Quelles vacances d'été nous avons passées, Isabelle et moi, dans leur maison d'Amarante. Ce n'était pas une maison, mais une tour médiévale en granit pleine d'objets anciens et de commodes qui donnaient sur le fleuve, et nous étions heureuses. Les étés étaient beaux à cette époque. Isabelle portait un grand chapeau de paille. L'ovale de son visage était rendu encore plus gracieux par ce drôle de chapeau que quelqu'un de sa famille lui avait rapporté d'un voyage en Toscane. Et puis elle peignait. Elle était convaincue qu'elle deviendrait peintre, et elle peignait des fenêtres. Des fenêtres avec des battants fermés, des fenêtres avec des battants ouverts, des fenêtres avec stores, des fenêtres avec gris, mais toujours des fenêtres comme il y en a dans le Douro et le Minho, avec leurs très beaux volets et parfois des rideaux de dentelle. Mais elle n'y mettait jamais de figures humaines. Les personnages ruinent le mystère, disait-elle. Tu vois, je peins cette fenêtre qui est si mystérieuse quand il n'y a personne. Mais si je peignais le type qui s'y penche, le mystère s'en irait aussitôt. Il s'agit du vétérinaire d'Amarante. Il porte une barbichette et un filet sur la tête pour ne pas s'en mêler les cheveux quand il dort. Figure-toi qu'il vient à la fenêtre et fait des flexions. Tu sais qu'hier, tandis que j'étais en train de peindre sa fenêtre, il est apparu et est resté à la rambarde en bombant le torse. Et il a fait semblant de ne pas me voir. Mais il me voyait très bien, sauf que ses yeux regardaient le ciel d'un air inspiré. Il était de toute évidence très fier de rentrer dans mon tableau. Mais moi je le berne, je ne l'aimais pas. Puis nous sortions pour aller nous promener. Le fleuve, dès qu'on sort d'Amarante, forme des anses où l'eau stagne et où grandissent les grenouilles. Nous passions des matinées à pêcher les grenouilles. Mais au Portugal, on ne sait pas pêcher les grenouilles, car on ne les mange pas. Et nous avions conçu un système semblable à celui grâce auquel les enfants capturent les lézards. Nous prenions un jonc frais, nous faisions un nœud coulant, puis nous approchions l'anneau de la tête de la grenouille. Et quand elle bougeait pour sauter, tsac, on l'attrapait. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de sac en plastique. Nous avions un petit filet, de ceux qui servent pour faire les courses. Et ainsi, les grenouilles passaient leur tête entre les mailles, et c'était un vrai spectacle de nous voir traverser Amarante. Moi en pantalon et Isabelle avec son chapeau de paille de Florence, en train de transporter notre filet plein de grenouilles. Les gens pensaient que nous étions zinzins, et ça nous plaisait, parce qu'à cet âge-là, de telles choses plaisent. Le soir, nous tuions les grenouilles, mais c'est moi qui le faisais, car Isabelle s'y refusait. Il faut couper la tête des grenouilles d'un coup de couteau bien net, et pendant quelques minutes, elles continuent de gigoter sans tête, jusqu'à ce que l'énergie vitale s'arrête. « Vois-tu, disait Isabelle, si un jour je me tue, je crois que je ferai exactement ainsi. Je donnerai quelques coups dans l'air, parce qu'une personne ne peut pas se couper la tête à elle-même, mais on peut toujours se pendre, ce qui revient au même. On donne 4 coups dans le vide et salue tout le monde. » Nous cuisinions les grenouilles à la provençale. Ça plaisait à Isabelle, parce qu'elle était allée en France avec le lycée français, à Arles. Et elle avait mangé des cuisses de grenouilles à la provençale, avec ail et persil, et elle disait que c'était le meilleur plat du monde. Mais nous nous fatiguâmes bien vite de manger des grenouilles à la provençale. Ces cuisses inquiétantes, tellement blanches et tellement délicates, presque insipides, tandis que la famille mangeait du cabri grillé et de la sopa seca. Et à cet âge, on a de l'appétit. Il est certes facile de mythifier la nourriture exotique qu'on a mangée en Provence, mais ça laisse sur sa faim. C'est ainsi que nous commençâmes à laisser des grenouilles libres dans le jardin, qui en fut vite plein. Il y en avait partout, dans l'herbe, dans les buissons, dans la vasque des poissons rouges, entre les touffes de bambou. Heureusement que les parents d'Isabelle étaient des gens spirituels. Ils ne se préoccupaient pas de cette invasion. Ils étaient toujours joyeux, disponibles, compréhensifs. Puis ils moururent dans un accident de la route, mais c'est une autre histoire. Ou plutôt la même histoire. Le vendredi, nous allions à Barcelos, où se trouvait le plus beau marché de toute la région. Peut-être que vous ne pouvez pas imaginer combien les marchés étaient beaux à cette époque en province.
Ou peut-être que vous pouvez l'imaginer. Nous prenions tôt le matin un car qui nous emmenait jusqu'à Braga, et de là, un autre car pour Barcelos. On arrivait vers midi. Le temps de faire un tour parmi les terres cuites. Vous savez, à Barcelos, on fait les coques colorées en terre cuite qui sont le symbole du Portugal, et plein d'autres petits objets en argile. Des poupées, des figurines populaires, des crèches, des groupes de musique, des chats, des brocs et des soucoupes. Et ensuite, on allait déjeuner. Nous choisissions toujours des auberges populaires qui étaient bondées de clients et de vendeurs du marché. Des petits vieux et des petites vieilles qui venaient de tout le Minho, les uns pour chercher une poule, les autres pour acheter un oison ou une vache. Les personnes les plus pittoresques étaient les courtiers. Ils portaient de petits foulards et buvaient du vigno verdé. Ils étaient incroyables. Même à table, ils se comportaient comme s'ils étaient au marché. Ils criaient, gesticulaient, transpiraient. Il faisait chaud à Barcelos, et les odeurs de nourriture et la puanteur des bêtes sur la place se mélangeaient dans l'auberge. C'était beau et nouveau pour Isabelle et moi qui passions l'année dans une ville comme Lisbonne. Et nous nous sentions tout excités, nous étions fascinés par les courtiers. Nous voulions acheter quelque chose, nous aussi. Et un jour, nous achetâmes un cabri. C'était une petite bête tendre, blanche et noire, avec une tache sur le museau et des pattes fragiles. Nous l'emmenâmes à la maison en quart, dans un panier, et pendant quelques jours, nous lui donnâmes du lait au biberon, parce qu'elle n'était pas encore sevrée. Nous l'installâmes dans le jardin, lui fîmes une cabane de feuilles, et le matin, quand nous allions faire des courses dans la Marande, on l'emmenait avec nous au bout d'une laisse. Inutile de vous dire comment on nous regardait dans la petite ville, moi en pantalon et Isabelle avec son chapeau de paille de Florence. Nous n'avions plus le filet aux grenouilles, mais un cabri en laisse. Et en plus, Isabelle voulait acheter à la boulangerie le pain en forme d'organe masculin tel qu'ils le font à Amarante. Sauf que ce pain, ce sont les domestiques qui l'achètent pour faire des tartines. Alors que nous l'achetions exprès pour nous faire voir et on en mettait plein la vue. C'était un scandale. Tout le monde nous regardait. Même le vétérinaire adepte de gymnastique n'apparaissait plus à la fenêtre. Bref, on s'amusait bien. Puis les étés prirent fin. Ils prirent fin parce que nous nous retrouvâmes à l'université. Ou plutôt parce que les parents d'Isabelle étaient morts. Ils moururent, comme je l'ai dit, dans un accident de voiture sur la route de Póvoa de Varzim, après le déjeuner, après que le papa d'Isabelle eut beaucoup mangé et bu. On ne sut pas à qui incombait la faute car ce fut un choc frontal, mais je crois que le papa d'Isabelle avait excessivement bu, parce que ça lui plaisait de boire. Je le connaissais bien. Ils ne moururent pas tout de suite. Ils restèrent 3 jours dans le coma, puis ils moururent ensemble, lui et sa femme. C'est drôle, non ? Plonger ensemble dans le coma et puis mourir en même temps parce qu'il n'y a plus rien à faire. Le cœur ne bat plus et à ce moment-là, les médecins débranchent les tubes. Mais c'est ainsi que cela se passa. Isabelle et moi passâmes 3 jours et 3 nuits à l'hôpital de Porto, dans le service des soins intensifs. Nous dormions dans une petite salle attenante avec la complicité de l'infirmière, et à intervalles réguliers, nous entrions dans la salle des patients. « Papa, papa, c'est moi, » disait Isabelle. « Maman, tu m'entends ? Tu te souviens des grenouilles que nous rapportions à la maison d'Amarante, mon amie Monica et moi ? Écoute, nous voulons encore en apporter l'été prochain. Allez, maman, réveille-toi, sors de ce coma de merde. Je veux que tu me souris, que tu me donnes encore des conseils sur la façon de s'habiller, que tu me cries dessus parce que je ne suis pas parfaite comme tu le voudrais. J'ai besoin de ça, maman. » Mais sa mère ne lui cria plus dessus, ni son père. Ils moururent ensemble, comme je l'ai déjà dit, précisément à la même heure, et nous préparâmes les funérailles. Isabelle les fit enterrer dans un petit cimetière proche d'Amarante, à la campagne, dans un village, à l'intérieur de la même chapelle. L'enterrement eut lieu par une belle journée d'octobre et le soleil était chaud. Isabelle était vêtue de bleu foncé. Moi, j'avais au contraire mis un habit beige qui me faisait paraître plus vieille qu'elle. « Tu as vu, me dit Isabelle quand nous rentrâmes du cimetière. Ils s'en sont allés. Tu sais, Monica, les étés avec les grenouilles, c'est fini. Les dîners à Barcelos. L'enfance est terminée, ils ne sont plus là. Je suis orpheline. Et toi aussi, tu es un peu orpheline, je crois. » De fait, je me sentais moi aussi un peu orpheline. Parce que les parents d'Isabelle étaient de vrais parents, chose que les miens n'avaient jamais été. Mon père était toujours en voyage pour Mercedes-Benz ou pour affaires, comme on disait à la maison, et ma mère avait ses amis et ses obligations. Et j'ai eu ainsi l'impression d'être un peu orpheline. Les randonnées au bord du fleuve, la vieille maison d'Amarante, les étés de rêve, tout était fini. Nous nous retrouvâmes à l'université, mais ce n'était plus comme avant.
Je m'étais inscrite en lettres classiques, ce qui équivalait, dans la division idéologique existant alors à l'université de Lisbonne, à un choix conservateur. Et en effet, les étudiants des disciplines classiques ne bougeaient sur rien, ils ne faisaient jamais d'assemblée, ils étaient même absents à la cantine, qui était le lieu où l'on discutait le plus. Isabelle s'inscrivit en langue moderne. Et là, oui, c'était vivant. Un professeur faisait cours sur Camus et l'existentialisme, un autre sur le surréalisme au Portugal, et quelques poètes du glorieux mouvement vinrent même lire leurs textes. Je ne me rappelle plus à présent de qui il s'agissait, mais c'étaient des poètes très en vue. Ce fut un triomphe. Le grand amphithéâtre était plein. Je me souviens d'Isabelle, qui était devenue un leader et qui présenta les poèmes aux étudiants. Il y avait même des jeunes gens assis par terre. Ce n'est pas que ces poètes aient parlé directement contre le fascisme, ça ne pouvait pas se faire. Mais leurs poèmes étaient anticonformistes et d'une certaine façon révolutionnaires. Révolutionnaires entre guillemets, parce que tout était entre guillemets à cette époque. Isabelle se présenta sur scène avec une écharpe rose. Ça aussi, c'était un signal, à l'époque. On ne pouvait pas utiliser le rouge. On utilisait des couleurs ayant une affinité, mais c'était aussi un signal. Ça me parut étrange de retrouver Isabelle sur la scène de cette assemblée. Elle parlait avec fluidité. Peut-être avait-elle une légère inflexion de nervosité dans la voix. Elle lut les fiches biographiques des poètes et dit « Deux poètes libres qui nous honorent, parce que la poésie libre est aujourd'hui bannie. » À ce moment-là éclatèrent des applaudissements retentissants. Un des poètes se leva et lut un poème surréaliste dans lequel les valeurs bourgeoises étaient tournées en dérision. L'assemblée était en délire. Puis l'autre poète se leva et lut un poème à Garcia Lorca trucidé par les fascistes. Aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais en ce temps-là, une telle chose était un grand événement politique. Peut-être le savez-vous mieux que moi, le Portugal était un pays oublié par l'Europe et oublieux de l'Europe. Nous étions enfermés dans une impasse, une sorte de couvent moisi dont le sacristain était Antonio de Oliveira Salazar. Et tout se déroulait comme dans un couvent. Conventions, habitudes, rituels, les rencontres entre jeunes gens au domicile de l'un ou l'autre, petites fêtes étouffées et mélancoliques. Parfois, Isabelle organisait chez elle une session de fado castizo. Je veux dire, le fado noble, comme vous le savez, ça aussi c'était une autre des contradictions d'Isabelle. Des assemblées avec les révolutionnaires à l'université et le fado noble chez elle. Mais j'aimais bien ces séances. J'y allais parfois. Je me souviens qu'en une occasion, Teresa Noronha de Carvalho fit son apparition. Elle était un mythe pour nous. Elle venait de la vieille noblesse, chantait d'une voix fière les antiques fados. Isabelle allumait les bougies d'un chandelier sur la table du petit salon. Il y avait une bouteille de Porto à partager entre tout le monde. On écoutait avec componction les paroles de la chanteuse. La noble fadiste avait un châle sur les épaules, et nous étions tous en vénération autour des bougies et du vin de Porto. Nous étions en train de célébrer un rite et en étions tous conscients, tandis que le monde continuait, le monde là au dehors. Mais dans ces réunions chez Isabelle, nous semblions ne pas nous en rendre compte. Isabelle portait des pulls verts de couleur mauve que sa nounou restait vivre avec elle lui tricotait. Une vieille dame qui lui avait servi de nourrice quand elle était petite. C'est elle qui remplaça ses parents. Elle était originaire de la Beira Baixa. Elle parlait encore avec un fort accent provincial, même si elle vivait depuis longtemps à Lisbonne. C'est elle qui sait tout d'Isabelle. Elle a été proche d'elle dans les années les plus difficiles, une vraie dévotion. Mais peut-être que je suis en train de divaguer. Suis-je en train de divaguer ? Eh bien, peu importe. Vous pouvez malgré tout aller demander à la nounou. Je ne sais pas tellement de choses sur Isabelle. À partir de là, ce que je sais n'est que par oui dire. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire d'amour, mais je le répète, Isabelle, je l'avais pratiquement perdue de vue. J'ai l'impression que cette histoire fut sa perte, que c'est là que tout commença. Je veux dire, que sa fin commença. Mais je parle seulement par oui dire. Il paraît qu'elle aurait connu un jeune homme étranger à l'université. À présent, je ne sais pas de quelle nationalité il était. Il me semble qu'il était andalou, mais la seule chose que je sais avec certitude, c'est qu'il bénéficiait d'une bourse d'études. Je les vis quelquefois ensemble, parce qu'ils étaient inséparables. Maintenant que j'y pense, il était vraiment espagnol. Mais je ne me souviens plus, tant d'années ont passé. Une fois, nous avons dîné ensemble chez Tony dos Bifes, un petit bistrot proche du Saldanha où l'on ne dépensait presque rien. La cuisine était modeste mais abondante, et Isabelle et son compagnon étaient des habitués. Je me souviens bien de cette soirée.
Isabelle était très excitée parce qu'à la table voisine se trouvait un écrivain important avec toute la rédaction de la revue Almanach. La revue se réunissait souvent chez Tony Dos Biffes. À l'époque, cette revue était un mythe parce qu'elle se moquait de tout et de tous. La patrie et les institutions, les bourgeois, les traditions et les découvertes maritimes dont le Portugal se vantait tellement. C'était une revue téméraire qui avait prise sur les jeunes et les anticonformistes. Et Isabelle était jeune et voulait être anticonformiste. Puis l'écrivain vit l'étranger et le salua. Ou plutôt, il se leva et vint à notre table. Il nous tendit la main d'un air cordial. Il était petit et trapu avec un aspect paysan. À le voir, on n'aurait jamais pensé à un écrivain raffiné comme il était. Mais les écrivains sont toujours ainsi. Ils trompent leur monde. Nous étions en train de manger une tranche de viande avec un œuf dessus, qui était le plat le moins coûteux de l'auberge, et l'écrivain nous demanda si nous ne voulions pas le rejoindre à sa table. Nous emportâmes nos assiettes avec nous, mais la rédaction d'Almanach nous offrit un grand plateau de riz au canard, disant que les jeunes devaient se nourrir. Puis l'écrivain et l'étranger se mirent à parler de Vittorini et du néoréalisme italien. Isabelle disait de temps en temps quelque chose. Elle avait lu Uominieno et admirait la résistance italienne. Oui, je m'en souviens, le compagnon était bel et bien espagnol. Et il avait tout l'air d'un andalou, avec des cheveux de jais et un nez effilé, comme l'ont les gitans ou les juifs espagnols. Il appelait les filles portugaises des petites blattes, et l'écrivain saisit l'occasion au vol pour porter la conversation sur Sacarneiro, qui qualifiait les bourgeois de cafards, ou plutôt de lépidoptères. Ainsi, la soirée finit en une conversation sur le lépidoptérisme, et chaque rédacteur de la revue trouva une catégorie différente pour le lépidoptère. Écouter un match de football à la radio était lépidoptère. Aller à la plage le dimanche était lépidoptère. Manger de la morue était lépidoptère. Se confesser était lépidoptère. S'habiller foncé était lépidoptère. Se lever tôt était lépidoptère. Dîner dans les restaurants chers était lépidoptère. Tenir un journal était lépidoptère. Et ainsi de suite. Ce fut la soirée du lépidoptérisme. Quand nous sortîmes, Isabelle me demanda qui de nous deux était la plus lépidoptère. Je répondis tout de suite que c'était moi. Parce que c'était vrai. J'étais la plus bourgeoise, celle liée aux habitudes et aux traditions. Isabelle avait désormais pris sa propre route. Elle était presque devenue étrangère pour moi aussi. Peut-être n'avions-nous plus rien à nous dire. Et en effet, ce ne fut pas elle qui me parla de cette histoire qu'elle était en train de vivre. Comme je vous l'ai dit, j'ai simplement recueilli des bruits qui circulaient à l'université. À mon avis, c'était tout de la fabulation. Les mauvaises langues ont toujours existé, mais dans ces terribles années, les bruits circulaient avec encore plus de férocité. Il paraît que l'étudiant espagnol était l'ami d'un écrivain polonais, et il le présenta à Isabelle. Une amitié en découla. C'était une amitié à trois, mais mon sentiment est que rien n'alla plus loin que l'amitié. Bref, pique-nique à Ericeira, dimanche en ferry sur le Tage, à essayer de ne pas être des lépidoptères ou quoi que ce soit dans le genre. D'après moi, Isabelle le faisait précisément pour ne pas être lépidoptère, pour se montrer comme la femme libre qu'elle voulait être, mais qu'elle n'était peut-être pas, allez savoir. En tout cas, j'entendis des bruits à l'université, comme quoi elle avait eu des complications, paraît-il. Je dis paraît-il parce que je ne le sais pas avec certitude. C'est une étudiante dont elle n'était pas proche qui me le glissa une fois à l'oreille. Une communiste qu'Isabelle fréquentait probablement pour ne pas se sentir lépidoptère. Une petite fanatique qui plus est moraliste comme l'étaient les communistes à cette époque. Et elle me dit « Isabelle est enceinte, paraît-il, mais on ne sait pas si c'est de l'espagnol ou du polonais. » Puis elle me fit entendre qu'Isabelle avait adhéré au Parti communiste. C'est pour ça qu'on ne la voyait plus. Elle menait une vie semi-clandestine parce qu'elle écrivait dans l'Avance, sous un pseudonyme, Magda me semble-t-il, ou quelque chose de ce genre. « Mais qu'est-ce qu'Isabelle peut écrire dans le journal du Parti communiste ?» demandai-je. « Que peut-elle écrire avec l'enfance qu'elle a eue, avec ses origines, avec la vie qui a toujours été la sienne ?» « Elle écrit des appels à la jeunesse démocratique, me répondit cette idiote. Elle est devenue la plus grande idéologue de notre journal. Ses articles sont des coups de fouet, des invocations, des meetings. C'est une grande, ton amie. Mais à présent, elle a des ennuis. » Mais moi, Isabelle, je l'avais perdue de vue. Celle qui me donna des nouvelles, c'était cette communiste qui s'en alla ensuite en Angola pour combattre du côté des mouvements de libération, et qu'on ne revit plus. Tant mieux pour elle. Je ne me rappelle même pas comment elle s'appelait. Ou si, elle s'appelait Fatima, me semble-t-il. Et elle me dit « Tu sais, Isabelle a décidé d'avorter. Tout le monde l'a abandonnée, à l'exception de sa nourrice et de nous, ses camarades. Mais sa nounou ne sait rien de cette sale histoire. » Et moi, je lui dis « Mon ami, tu m'as l'air un peu idiote.
Je connais Isabelle mieux que toi. Les histoires que tu me racontes semblent sortir de la clandestinité où tu vis. Sache qu'Isabelle n'a pas l'esprit de clandestinité. Elle a toujours tout fait à la lumière du jour. Va te faire voir, toi et ton parti. Ensuite, je n'ai plus jamais revu Isabelle. Je revis en revanche la communiste, quelque temps plus tard, qui me dit « Isabelle est en dépression. Il semble que ses problèmes lui ont provoqué une dépression. Je n'arrive pas à entrer en contact avec elle. Il paraît qu'elle est allée vivre dans une petite ville du Nord. Tu sais comment la joindre ?» Je la cherchai au numéro d'Amaranth, mais c'est la nounou qui me répondit. Isabelle n'était pas là. Elle ne savait pas où elle se trouvait. Puis elle me dit « Monica, chère Monica, si vous réussissez à savoir quelque chose d'Isabelle, faites-le moi savoir. Je pense tellement à elle. Je voulais avertir la police, mais des amis à elle, inconnus, m'ont téléphoné pour me dire de ne pas prévenir la police, même si elle ne donnait pas de nouvelles. Il semble que ce soit une question de vie ou de mort. Moi, je suis partagé. J'ai envie d'entendre mon Isabelle. Je ne sais pas où elle est, ce qu'elle fait. Je me sens mourir. » Moi aussi, je me sentis mourir en passant ce coup de fil. Qu'était-il arrivé à Isabelle? Où avait-elle fini? Pourquoi ne donnait-elle pas de nouvelles? Et puis, l'histoire qu'elle m'avait racontée, la communiste, était-elle vraie? Si elle était vraie, Isabelle avait besoin de quelqu'un qui l'aide, qui lui tienne compagnie, qui lui dise des mots de réconfort. Et j'étais la seule en mesure de le faire. J'étais sa vraie vieille amie, celle qui la connaissait depuis le temps de l'enfance. Était-il possible qu'elle eût tout oublié? L'amitié, les étés à Amaranth, les grenouilles? C'est ainsi que je me mis à sa recherche. J'entrai en contact avec un camarade de la communiste, laquelle était entre-temps partie pour l'Afrique. C'était un jeune homme un peu chauve, un étudiant inscrit depuis des années qui ne venait jamais en cours, mais qui fréquentait assidûment la cantine. Il menait des activités clandestines. C'était si évident que je fus stupéfaite de voir que la police ne l'avait pas encore repéré. Mais la police politique, qui semblait si informée, était aussi stupide. Elle ne parvenait pas à contrôler l'université, et c'est ainsi que le petit chauve lui échappait. Je l'arrêtai un jour à la cantine. Je me mis derrière lui et lui dis comme si je parlais en l'air. « Je suis une amie d'Isabelle, je veux savoir ce qu'elle est devenue. » Nous étions en train de prendre de la nourriture du self-service pour la mettre sur nos plateaux, et il ne se décomposa pas. On voyait que c'était un type habitué à la clandestinité. Il se tourna vers la dame qui servait derrière le comptoir et dit « La morue ne me dit rien, donnez-moi un peu de merlan aux herbes. » Et puis il continua comme s'il parlait à la serveuse. « Isabelle a des problèmes psychologiques. Elle se trouve dans un endroit confidentiel. Je ne peux pas te donner le contact, désolé. »« Va te faire foutre, lui répondis-je en prenant mon assiette. Et ce fut la dernière fois que j'entendis parler d'Isabelle. Parce que la semaine suivante, l'annonce fut publiée dans le Diario de Noticias, le journal du matin le plus lu. Ça disait « Les amis d'Isabelle Cairós do Monte font part que Dieu Tout-Puissant a rappelé à sa divine présence sa fille bien-aimée Isabelle, pour qui sera célébrée la messe du 7e jour, demain 18 avril, dans l'église de l'Encarnação à Cascais, à 11h. Le lendemain, j'allai à Cascais. C'était une journée magnifique. Je marchais tout le long de la baie et m'arrêtais dans un café. J'étais arrivé en avance et il me fallait attendre un peu. Je parcourus tout le virage sur la mer, fumai une cigarette, pensai à Isabelle, me préparai spirituellement et j'arrivai à l'Encarnação, qui est une petite église où l'on a le plus beau panorama qui soit sur Cascais. Devant l'église se trouvait un poissonnier avec son petit chariot qui vendait des fruits de mer. J'en achetai quelques-uns et me mis à les manger, assise sur un banc de pierre, en attendant. À 11h moins le quart, je m'aperçus qu'il n'y avait encore personne. J'attendis encore un peu en mangeant mes fruits de mer, puis j'entrai dans l'église. Plus qu'une église, l'Encarnação est une chapelle de marins. Il y a de vieux ex-voto et le pupitre est surplombé par une madone qu'un marin d'autrefois peignait lors de ses voyages. Je m'installai sur un prie-dieu et j'attendis. À 11h, le curé arriva, accompagné de 2 enfants de chœur, et avant de célébrer la messe, il précisa à ma seule intention. « C'est la messe du 7e jour pour notre chère sœur Isabelle que notre Seigneur a rappelée à lui. » Après la messe, je le rejoignis dans la sacristie. « Mon père, dis-je, je suis une vieille amie d'Isabelle. Je voudrais savoir comment elle est morte. » Il me regarda avec de grands yeux émerveillés et répondit. « Je ne le sais pas moi-même. J'ai seulement reçu la mission de célébrer la messe du 7e jour. Mais je ne sais pas comment elle est morte. »« Et vous ne savez pas où elle est enterrée ?» demandai-je.
Et qui sont ceux qui s'appellent ses amis ? Je ne le sais pas, dit-il. Je ne le sais vraiment pas. Mais vous connaissiez Isabelle ? Lui demandai-je. Bien sûr que je la connaissais, répondit-il. Je l'avais connue enfant, et puis, les derniers temps, elle est venue se confesser. Et que vous a-t-elle dit ? Demandai-je. Ça, je ne peux pas te le dire, ma fille, me répondit-il. C'est le secret de la confession. Mais vous savez comment elle est morte et où se trouve son corps ? Lui demandai-je. Il enleva son étole et me regarda d'un air désolé. Je ne le sais pas, répondit-il. Je ne sais rien. Ils m'ont dit qu'elle était morte et j'ai cru qu'il en était ainsi. Certains de ses camarades d'université m'ont téléphoné et m'ont versé une obole pour la messe du 7e jour. Mais je n'ai pas vu Isabelle morte et je ne sais où elle est enterrée. J'ignore pourquoi tu me le demandes à moi, étant donné que ses amis le savent. Est-ce que tu n'es pas son ami ? Je le suis, répondis-je. Mais ces derniers temps, elle avait des contacts avec des amis qui mènent une vie peu claire, mon père. Vous savez comment vont les choses dans ce pays. Je n'ai pas réussi à savoir quoi que ce soit. Je sortis sur la baie de Cascais. Il était midi passé et avril scintillait. Je m'arrêtai dans un restaurant et commandai un poisson au grill. Le garçon m'apporta le poisson et me demanda si je voulais faire une excursion touristique jusqu'à la bouche de l'enfer. Je répondis que je n'aimais pas les excursions touristiques. Je n'ai plus rien su d'Isabelle. Des bruits coururent comme quoi elle s'était suicidée, mais ce n'étaient pas des bruits très fiables. Ils venaient de personnes à l'université qui n'en savaient pas plus que moi. Le petit chauve disparut, et la communiste, comme je l'ai dit, était partie pour l'Angola. La seule personne qui pourrait peut-être vous dire quelque chose de plus, si elle est encore vivante, est sa nounou, Brigida Teixeira, qu'on appelle Bi. Elle doit encore habiter à la vieille adresse, à Travessa da Palmeira. Je ne connais pas le numéro, mais tout le monde dans la rue pourra vous l'indiquer. Je répète, si elle est encore vivante. Je n'ai rien d'autre à vous dire.